ne s'épluche pas correctement par la suite, le travail est gâché. Il faut impérativement purifier chaque élément qui entre dans la composition du bloc. Un autre participant choisit quant à lui de séparer distinctement les types de métaux, plaçant les billes d'acier d'un côté et les morceaux restants de l'autre, pensant qu'une homogénéité stricte dans chaque boîte donnera un meilleur résultat visuel que s'il tentait un mélange hasardeux. Il est temps de soumettre le tout à la rigueur du feu. La technique du acier de Damas en boîte ne fait pas l'unanimité parmi les artisans. Le risque majeur réside dans la délamination, un défaut d'adhérence entre les couches de métal qui, lorsqu'il devient visible à l'œil nu, survient souvent trop tard pour être corrigé. En remplissant les boîtes, il faut veiller à ce que la poudre d'acier s'infiltre dans les moindres interstices pour éviter la formation de bulles d'air ou de vide structurel. Gary, emporté par son élan, commet l'erreur de ne pas prendre le temps de nettoyer son métal avant de tenter la soudure. C'est un pari risqué, mais le jeune homme reste confiant, persuadé que sa méthode fonctionnera. De son côté, Tim aborde l'exercice avec sérénité. Il a l'habitude de fabriquer des couteaux identiques dans sa propre forge. L'idée de travailler sur 2 pièces en parallèle ne l'effraie pas. Après avoir rempli ses boîtes, il lime soigneusement les couvercles. Il sait que si la soudure est effectuée uniquement sur le pourtour extérieur, le couvercle risque de sauter sous la pression de la presse hydraulique. Certains forgerons préfèrent insérer le couvercle directement à l'intérieur du tube pour contenir la poussée, mais Tim estime qu'une fermeture ajustée et sans vide est bien plus efficace. Le temps s'écoule inexorablement, il ne reste déjà plus que 2h30. À ce stade, la gestion de la température est cruciale. Si le métal n'atteint pas le degré exact requis pour la fusion, la soudure forge échouera. Il faut obtenir une nuance spécifique, semblable à la couleur du beurre fondu, et maintenir cette chaleur pendant une dizaine de minutes supplémentaires pour s'assurer que le cœur du bloc est aussi chaud que sa surface. Une fois cette température critique atteinte, le passage sous la presse doit être ferme et appliqué sur les 4 faces du lingot. Tim parvient à obtenir la couleur idéale et réalise une première compression solide. Cody, quant à lui, manipule sa pièce avec une grande délicatesse lors de la première passe sous la presse. Une approche prudente est saluée par les observateurs. Obtenir un premier lingot sain est toujours une étape complexe. Et le jeune homme se montre agréablement surpris du résultat, sachant qu'une part de chance entre toujours en jeu avec cette méthode. Sans perdre un instant, il enchaîne avec le second bloc. Pendant ce temps, l'impatience grandit dans l'atelier car les 4 forgerons doivent se partager les équipements. Et une file d'attente commence à se former près de la presse. Gary décide alors de brûler les étapes et se dirige directement vers le pilon pneumatique. Ce choix prématuré suscite l'inquiétude, car le pilon a tendance à faire éclater les flancs du métal si la cohésion interne n'est pas parfaite. Rapidement, la texture de son acier révèle des imperfections, la matière ne semble pas compacte. Craignant des fissures ou des délaminations, Gary prend la décision d'ouvrir la boîte pour inspecter l'acier. À sa grande déception, le résultat n'est pas celui espéré. Mais il doit faire face et tenter d'étirer le métal malgré tout. Le chronomètre affiche maintenant 2 heures restantes. Paul travaille à une cadence impressionnante, enchaînant les allers-retours entre le feu et la presse pour étirer son lingot. Cependant, certains remarquent que son acier refroidit trop rapidement entre les passes, ce qui génère des tensions internes dangereuses dans la structure du métal. Dans le feu de l'action, le principal danger est de se focaliser excessivement sur une tâche et d'oublier la seconde pièce, qui continue de chauffer dans le four. Malgré cela, le métal de Paul réagit bien et prend progressivement forme. Il commence à marteler les extrémités pour donner aux lames un profil en pointe tombante. Une forme idéale pour le perçage et la coupe. Chaque forgeron s'efforce d'allonger son acier au maximum avant de façonner les pointes. C'est un travail d'une extrême précision, car les 2 lames doivent afficher une symétrie parfaite. Si le premier lingot de Paul se montre réticent, il parvient néanmoins à le maîtriser. En revanche, la situation se gâte sérieusement pour Gary.
Une ligne sombre apparaît distinctement au milieu de sa pièce. Signe indéniable que la soudure n'a pas pris au cœur de la matière. La présence de cette fissure interne est une sentence de mort pour son projet. S'il ne parvient pas à la combler, l'élimination est inévitable. Le temps presse, le stress grandit sous l'effet combiné de la chaleur et de l'urgence. Et Gary doit trouver une solution immédiate. Les délaminations menacent de ruiner tous ses efforts. Pour éviter une contamination par de l'acier doux qui affaiblirait la structure, il tente désespérément de combler les manques. Une option loin d'être idéale mais nécessaire pour espérer sauver sa place. L'animateur annonce qu'il ne reste plus que 60 minutes. Les tiges destinées à former les soies des couteaux sont prêtes. Pour garantir la parfaite similitude de ces pièces, l'un des forgerons utilise une méthode astucieuse. Il dessine le profil souhaité sur le premier lingot puis s'en sert de gabarit pour tracer le second. Cette rigueur technique lui redonne confiance quant à l'esthétique finale de ses armes. Les lames sont enfin prêtes pour l'étape cruciale de la trempe. Le moment fatidique où le métal chaud est plongé dans l'huile. Une phase redoutée où la moindre erreur peut provoquer des fissures irréparables. Cody plonge sa première lame dans le liquide de refroidissement. Sous le choc thermique, le métal subit une légère déformation. Mais le forgeron reste persuadé qu'il pourra redresser la courbure lors des étapes suivantes. La trempe de sa seconde lame se déroule sans encombre. Son unique objectif est désormais d'exploiter chaque minute restante pour présenter un ensemble propre et harmonieux au juge. Pour maintenir des émoulures rigoureusement identiques, Tim adopte une technique ingénieuse. Il assemble ses deux lames à l'aide de pinces de serrage avant de les passer ensemble sur la ponceuse à bande. Cette méthode lui permet de conserver un profil parfaitement symétrique. Conscient que le juge gémettra les lames à rude épreuve lors des tests de résistance, Tim accorde un soin tout particulier au traitement thermique afin de conférer au métal une flexibilité et une dureté optimale. Ces deux trempes successives sont couronnées de succès. Les lames sortent de l'huile sans aucun défaut. En tant que cadre dans une grande entreprise et ancien footballeur professionnel ayant évolué devant des publics nombreux, Tim sait parfaitement gérer la pression. Cette expérience lui donne la confiance nécessaire pour prendre les bonnes décisions sous le stress. Du chronomètre. Contre toute attente, Gary parvient lui aussi à mener ses lames jusqu'à l'étape de la trempe. Malgré les graves défauts structurels constatés précédemment. Le traitement de la première lame semble correct, mais la seconde présente un aspect préoccupant. Heureusement pour lui. Aucun tintement suspect ni aucun bruit de fissure ne se fait entendre lors de l'immersion. Les lames sont loin d'être parfaites. Mais la priorité absolue de Gary est de présenter deux couteaux terminés, faisant l'impasse sur les finitions esthétiques par manque de temps. Paul procède également à la trempe de ses pièces, qui sortent du bain sans défaut majeur. Prêtes pour un léger meulage de finition. Le compte à rebours final retentit dans l'atelier. 5, 4, 3, 2, 1. Les forgerons lâchent leurs outils et s'éloignent des machines. La première manche est officiellement terminée. Malgré les innombrables obstacles et des lames parfois imparfaites, tous ont réussi le tour de force de finaliser leurs deux pièces dans les délais impartis. Le moment de l'examen critique par les membres du jury est enfin arrivé. Tim est le premier à présenter son travail. Les juges notent quelques légères irrégularités dans les émoulures et une petite anomalie sur le profil du tranchant, mais estiment que l'épaisseur restante de la matière permettra de corriger facilement ces défauts. Lors de la phase suivante, dans l'ensemble, le travail est jugé satisfaisant. Paul prend la suite. Les juges apprécient la grande similitude entre ces deux couteaux et saluent son choix audacieux d'avoir séparé les composants dans chaque boîte. L'acier est jugé solide et les émoulures bien exécutées, bien qu'un nettoyage plus poussé soit requis pour la suite. Cody présente à son tour des lames droites, lisses et d'une excellente longueur. Malgré quelques impacts mineurs de ci de là, la qualité globale de son travail impressionne le jury. Le verdict est beaucoup plus sévère